La Maison-Blanche ne cesse de bomber le torse, là, mais une semaine plus tard, le régime tient toujours. Puis là, on apprend que la Russie donne un coup de main en coulisses, là. Et encore une fois, ça nous montre, Emmanuel, comme on en parlait de jour après jour, que ce conflit-là ne se limite pas aux frontières de l'Iran. Ça n'arrête pas de déborder. Hier, on faisait le décompte, là, on était rendu à plus d'une vingtaine de pays, plus ou moins directement concernés, mais si tu ajoutes tous ceux qui se mettent tranquillement sur un pied de guerre, on est rendu à 50 pays au moins qui se préparent à intervenir, soit pour aider un camp ou l'autre, soit pour arriver dans la région pour donner un coup de main aux citoyens sur le terrain. La réalité aussi, c'est qu'on vise en particulier du côté des Iraniens les pays du Golfe Persique. On continue à déstabiliser, à insécuriser de ce côté-là, ce qui crée beaucoup de mécontentement. Mais lorsque Donald Trump dit qu'il souhaite, qu'il exige une capitulation inconditionnelle des Iraniens, ça n'annonce pas une fin des affrontements à court terme. Ça d'autant moins, alors je reviens à ce que tu me disais, que selon le Washington Post, les services de renseignement russes, notamment par imagerie satellite, sont venus au secours, ont permis aux Iraniens de localiser les installations américaines terrestres et maritimes et faire en sorte, mais là, on n'est pas entré dans le détail selon les 3 sources que nos collègues du Washington Post ont pu consulter, faisant en sorte tout au moins de permettre aux Iraniens d'être beaucoup plus précis dans leurs attaques, leurs ripostes. Mais ce que ça nous dit, encore une fois, Emmanuel, il me semble que c'est tellement clair pour moi, et pourtant, je ne suis pas le plus grand des stratégistes du monde, mais à quel point Moscou se moque ouvertement de la Maison-Blanche. Le Kremlin n'arrête pas de barouetter le président Trump en lui faisant croire qu'on est sérieux dans les négociations pour en arriver à un accord de paix, un cessez-le-feu avec les Ukrainiens, alors que d'une fois à l'autre, ça n'aboutit jamais à rien. Et dans ce cas-ci, ce sont de vieux alliés, iraniens et russes, alors qu'on est en pleine guerre. Les Russes n'ont pas les moyens de donner de l'armement aux Iraniens, ils en ont déjà besoin sur le terrain en Ukraine. Mais si on peut profiter de l'occasion pour aider d'autres façons, bien on le fait. Et on le fait à la barbe de Donald Trump lui-même, qui va continuer de nous dire « Oui, mais je réussis à m'entendre tellement bien avec Vladimir Poutine », qui, à mon avis, continue de rire de son côté, là. Encore hier, il y a une raffinerie qui a été touchée à Bahreïn. Aujourd'hui, c'est le Qatar qui annonce que potentiellement, prochainement, contraint de fermer sa production de pétrole. On le voit là, depuis le début de cette guerre. Les alliés, les pays du Golfe, ils se défendent contre les attaques iraniennes. Mais est-ce que cette guerre risque pas de changer leur regard sur les États-Unis? C'est comme eux qui sont pris avec la patate chaude, là. Tu as raison, Emmanuel, puis ça n'aide pas vraiment à faire en sorte qu'on ait davantage confiance aux États-Unis dans cette volonté ou cet engagement à les protéger. C'est non seulement de faire en sorte qu'on va riposter, on a des bases militaires américaines dans le secteur, mais aussi créer cet environnement qui a permis justement, tu vois, aux Émirats arabes unis, à Qatar, à l'Arabie saoudite, de créer le sentiment qu'il y a un coin de tranquillité au Moyen-Orient où les gens devraient venir s'installer et investir. Mais là, on est particulièrement mécontent à l'égard des États-Unis face à cette offensive de très haut niveau sans avoir prévenu les pays avant que ça allait se faire de façon aussi intense, aussi rapidement. On leur a donné peu de temps et on est mécontent du fait qu'on n'ait pas pris en considération, et ça, Emmanuel, on en avait parlé au cours des semaines précédentes, des avertissements que ces pays-là du Golfe Persique lançaient qui étaient de dire fondamentalement « ça va être une catastrophe pour nous tous que de partir en guerre ainsi avec les Iraniens ». On n'a pas du tout pris ça en considération, de toute évidence, du côté des Américains et des Israéliens. Et ce sont eux qui finissent par payer le prix par les attaques qui viennent d'Iran, payer le prix par la dilapidation de ce qu'ils avaient construit comme îlot de stabilité dans le coin, puis payer le prix, ultimement, dans l'espoir qu'ils avaient de compter sur les Américains, de les considérer comme des partenaires crédibles. Bien, c'est pas ce qu'on montre. Alors, on va voir à moyen terme de quelle façon, et déjà, il y a des échos qu'on va revoir ces alliances-là, les pays du Golfe Persique vont développer davantage. On sait que les Saoudiens jouent du pied avec les Chinois, développer davantage des alliances au-delà de ce qui se passe avec les États-Unis. Parlant des pétromonarchies, en conclusion, il n'y a aucune inquiétude à la Maison-Blanche que la hausse du prix du pétrole finisse par les rattraper? Bien, Emmanuel, je veux juste te dire une chose. J'écoutais Caroline Leavitt et est venue parler rapidement au micro de mes collègues en disant, on vous l'avait dit, là, cette guerre va s'étirer sur 5-6 semaines, même si elle va bien.
Je ne peux pas croire, Emmanuel, que 5-6 semaines de combats comme ça, de bombardements, d'impact sur les marchés pétroliers et de hausse du prix du baril de pétrole et par extension du prix du gallon d'essence, et ce, aux États-Unis, ne va pas finir par tomber sur le moral des Américains. Il s'agit simplement de regarder les chiffres ahurissants de la création d'emplois au cours du mois de février, Emmanuel. Il s'est tellement créé d'emplois qu'il s'en est perdu 92 000. Je veux dire, on ne peut pas parler... Je veux dire, la Maison-Blanche dit que c'est exactement dans l'esprit de notre plan. Mais c'est difficile de présenter une économie en santé, pleine de vigueur, et de nous dire qu'il s'est perdu 92 000 emplois. Il ne s'en est pas créé, il s'en est perdu 92 000 emplois. Et quand on regarde les mois précédents, eh bien, on révise à la baisse ce qu'on avait avancé. Alors, il y a je termine en mettant de l'avant deux dimensions dans ma réponse. La première, c'est que, effectivement, il n'y a pas de scénario où une poursuite des affrontements va permettre une réduction du prix du gallon d'essence. C'est pas le cas. Dans un deuxième temps, quand tu regardes aller l'économie, pour l'instant, de mois en mois, on ne crée pas d'emplois. Si tu ne crées pas d'emplois et qu'en plus de ça, tu crées un boulet pour ce qui est des consommateurs qui vont voir que le prix de l'essence monte, moi, j'ai de la misère à comprendre comment la Maison-Blanche peut considérer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, tu sais qu'on en parlait un peu plus tôt, toi et moi, c'est une Maison-Blanche qui aime jouer dans la propagande avec un P majuscule. On va continuer de nous en passer encore et encore, je pense. Merci beaucoup, Richard.